Bonjour à toutes et à tous, bienvenue lors de ce premier Lunch and Learn de 2022. Je me présente, je suis Arthur Van Kurensen, je suis avocat spécialisé en droit des sociétés au sein d'Altus et nous allons aujourd'hui parler de la SRL sans capital mais avec un plan financier. Nous allons entrer en détail dans les différents éléments que doit comporter le plan financier. On évaluera si le plan financier offre une protection adéquate aux créanciers de la société et on abordera également les implications de cette obligation légale d'établir un plan financier pour les responsabilités des fondateurs. Comme vous le savez certainement, la notion de capital dans la SRL a été abolie avec l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations, autrement dit le CSA. Le capital minimum de 18 550 € requis par l'ancien Code des sociétés n'était en aucun cas un critère d'évaluation du fait qu'une SARL disposait d'un capital suffisant pour l'exercice de ses activités et n'apportait dès lors aucune protection efficace aux créanciers de la société. Le concept de capital sous l'ancien Code ne correspondait donc en aucun cas à une réalité économique, financière ou comptable. Cette protection traditionnelle des créanciers a été remplacée dans le CSA par un plan financier renforcé et la notion de patrimoine initial suffisant. Le plan financier et le patrimoine initial suffisant avant capital suffisant n'étaient aucun cas des concepts nouveaux introduits par le CSA. Ces concepts ont été abordés dans la doctrine et la jurisprudence dès le milieu du siècle dernier. Ensuite, ils ont été abordés par le législateur. Cependant, depuis l'entrée en vigueur du CSA, ces concepts ont reçu un rôle plus central et donc plus important dans la constitution d'une SRL. L'objectif du législateur était d'accorder plus de flexibilité aux fondateurs, de protéger les créanciers et troisièmement, de sensibiliser les fondateurs lors de la constitution d'une SRL. En effet, les fondateurs peuvent être tenus responsables en cas de patrimoine initial manifestement insuffisant. Le ratio derrière ceci est qu'une société est la plus vulnérable lors de ses premières années d'existence et que le risque de faillite est très élevé lorsqu'une société a été constituée avec des ressources financières insuffisantes. En raison de la suppression de la notion de capital et de capital minimum, les apports des actionnaires font désormais partie des capitaux propres avec les réserves et les bénéfices reportés, qui font maintenant office de buffer pour la protection réelle des créanciers de la société. Suite à cette courte introduction, nous allons maintenant analyser un peu plus en profondeur le plan financier. Le législateur a opté pour un plan financier renforcé dont le contenu est défini par la loi, non seulement pour les SRL, mais également pour les sociétés coopératives et les sociétés anonymes. Dans le cadre de cette présentation, nous allons uniquement nous concentrer sur le plan financier pour la SRL. En ce qui concerne les personnes responsables pour l'élaboration du plan financier, le CSA indique clairement que le plan financier n'entraîne que des obligations pour les fondateurs de la société. Cette disposition est importante puisqu'elle implique une distinction entre d'une part les fondateurs et d'autre part les simples souscripteurs. Les fondateurs, comme c'était le cas sous l'ancien code, les sociétés sont toutes les personnes physiques ou morales qui comparaissent lors de l'acte de constitution. Cependant, le CSA prévoit que si l'acte constitutif désigne comme fondateur un ou plusieurs actionnaires qui possèdent ensemble au moins un tiers des actions, les autres comparants, qui se limitent à une souscription d'actions contre un apport en numéraire, sans bénéficier directement ou indirectement d'avantages particuliers, sont considérés comme de simples souscripteurs. Les souscripteurs n'ont pas d'obligation relative au plan financier et ne peuvent être exposés à une quelconque responsabilité des fondateurs. Ceci a quelques conséquences pratiques que nous allons discuter dans la troisième partie de cette présentation. Examinons maintenant plus en détail le contenu du plan financier. Depuis l'introduction du CSA, la SRL sans capital et les plans financiers est devenu donc un document important et même un des plus importants lors de la constitution d'une SRL. Le législateur a accordé une attention particulière au contenu exact du plan financier. Et l'objectif du législateur est en effet d'empêcher la constitution, entre guillemets, à la légère d'une SRL. Le législateur souhaite en effet que les fondateurs soient prudents, qu'ils réfléchissent quant à l'activité envisagée et qu'ils réfléchissent également aux moyens financiers nécessaires à réaliser cette activité avant de constituer une société.
Deuxièmement, un bon plan financier doit protéger les fondateurs d'une responsabilité en cas de faillite en déant les 3 ans de la Constitution pour cause de patrimoine initial manifestement insuffisant. En cas de faillite en déant les 3 ans, le juge se basera sur le plan financier afin d'établir si la société a été constituée avec un patrimoine initial suffisant afin de réaliser l'activité envisagée. Vous comprenez donc qu'il est important d'établir un plan financier détaillé. Troisièmement, le plan financier doit contribuer à une réalisation d'un cash flow positif. Le législateur considère en effet qu'une société ayant un cash flow positif est une société saine. Cette focalisation sur le cash flow positif est également le point de départ pour les tests de liquidité pour la suite des activités de la société. On pense notamment en cas de distribution aux actionnaires ou lors de l'application de la procédure de sonnette d'alarme. En ce qui concerne le contenu du plan financier, l'ancien code des sociétés prévoyait qu'à la constitution de la société, les fondateurs devaient remettre au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient les montants du capital social de la société à constituer. L'ancien code des sociétés ne prévoyait rien de plus quant au contenu du plan financier, ce qui résultait plus d'une fois que le plan financier soit un document qui était établi à la légère et dont le contenu était parfois loin d'un plan financier de qualité. C'est pourquoi le CSA a prévu qu'un plan financier doit être établi par les fondateurs dans lequel ils justifient le montant des capitaux propres de départ à la lumière de l'activité projetée de la société pendant une période d'au moins 12 ans. Contrairement à l'ancien code des sociétés, le CSA définit de manière circonstanciée le contenu du plan financier. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, le CSA prévoit 7 éléments qui doivent être compris dans le plan financier et nous allons maintenant passer en revue ces 7 éléments. Alors, premier élément qui doit être repris dans le plan financier est une description précise de l'activité projetée. Donc, ceci est l'élément central pour les autres données du plan financier. Le plan financier doit être établi d'une telle manière qu'il doit être possible de vérifier l'activité envisagée et de quelle manière celle-ci sera financée lors des 2 prochaines années. Il est impossible de déterminer si le financement sera suffisant sans indiquer ce pourquoi le financement sera utilisé. Le caractère suffisant du financement dépendra donc de l'activité envisagée. Par exemple, une entreprise de poids lourds n'aura pas les mêmes besoins financiers de départ qu'une entreprise dans le domaine de l'ORECA ou un autre exemple, une start-up dans le domaine de l'informatique aura potentiellement moins de besoins financiers au départ de son activité qu'une entreprise de location de voitures où il faut d'abord acheter les véhicules afin de pouvoir les louer. Le deuxième élément qui doit être repris dans le plan financier est un aperçu des sources de financement et des garanties fournies. De manière générale, il est entendu qu'une société peut être financée de 2 manières. Premièrement, par des fonds propres et en deuxième temps, par les fonds de tiers. Le financement par les fonds propres peut prendre la forme d'apports en numéraire, en nature ou en industrie, en fonction de la spécificité et des caractéristiques de l'activité envisagée. L'avantage de financer la société avec des fonds propres est que celle-ci maintient une indépendance financière et qu'aucune charge financière ne doit être payée lorsqu'il n'y a pas de marge pour le faire. Il convient au fondateur de la société de déterminer en quelle mesure il est important de garantir cette indépendance financière. Par exemple, on peut s'imaginer qu'une société familiale accordera plus d'importance au fait d'avoir une indépendance financière que par exemple une start-up dans le domaine de l'IT, où le but primaire est d'apporter donc le produit sur le marché et d'ensuite attirer des investisseurs externes. Vous comprendrez donc que la spécificité et les caractéristiques de l'activité envisagée jouent un rôle central quant au choix du financement. Le financement par fonds propres peut être effectué de 3 manières, comme je l'ai dit. Et la première manière est l'apport en numéraire. Ceci consiste à verser de l'argent sur un compte bancaire bloqué ouvert au nom de la société. Et une preuve de dépôt devra être remise ensuite au notaire, instrumentant avant la passation de l'acte de constitution. Pour le reste, il n'y a pas réellement d'autres formalités à respecter.
Le deuxième moyen de financement par fonds propres est l'apport en nature. Il y aura ici un peu plus de formalités à respecter, car en effet, les fondateurs devront établir un rapport spécial dans lequel l'apport en nature sera décrit de manière détaillée et évalué, notamment en fonction de l'intérêt de l'apport pour la société. Et deuxièmement, un rapport de contrôle devra être établi par un réviseur d'entreprise dans lequel ce dernier examinera la description, l'évaluation et la méthode d'évaluation utilisée par les fondateurs. En troisième lieu, il y a également l'apport en industrie. Ceci n'était pas possible sous l'ancien code des sociétés. Et qu'est-ce qu'est l'apport en industrie? L'apport en industrie est en quelque sorte une forme spéciale d'apport en nature qui comprend l'accomplissement de prestations intellectuelles ou manuelles en faveur de la société en contrepartie d'actions de la société. Donc, par exemple, si un des fondateurs s'engage à travailler X heures pour la société en contrepartie d'actions. Ici aussi, le CSA requiert un rapport spécial des fondateurs et un rapport de contrôle du réviseur d'entreprise. En pratique, l'apport en industrie est peu utilisé car l'évaluation de ce type d'apport est souvent problématique. La surévaluation et les abus ne sont souvent pas loin puisqu'il est très envisageable que les fondateurs surévaluent en fait la valeur des prestations intellectuelles ou manuelles qu'ils fournissent à la société en contrepartie des actions. Raison pour laquelle le plan financier lors de l'apport en industrie ne garantit pas forcément une protection adéquate des créanciers et ne protège pas non plus forcément de manière adéquate les fondateurs de leurs responsabilités. Comme indiqué préalablement, il est également possible de financer la SRL par des fonds de tiers, qui seront des créanciers de la société, par exemple avec des prêts à court terme ou à long terme. Le plan financier devra indiquer clairement la forme des prêts ou des crédits dont la société disposera au moment de la constitution et devra tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces prêts et de ces crédits. Il est donc fortement recommandé d'indiquer et de détailler dans le plan financier les sources de financement propres aux actionnaires d'une part, les crédits et les prêts externes obtenus par la société auprès de tiers d'autre part, et également d'indiquer les éventuelles garanties accordées à ces tiers, les taux d'intérêt applicables à ce type de financement, et il est également fortement recommandé de détailler dans le plan financier l'utilisation de ces sources de financement. Par exemple, si ceux-ci ont été utilisés pour les frais d'établissement ou pour établir les stocks, etc. Le troisième élément que l'on doit retrouver au plan financier est un bilan d'ouverture. Donc un bilan d'ouverture et des bilans projetés après 12 et 24 mois. Ceux-ci permettent de montrer les actifs de la société et comment ceux-ci ont été financés. Le but de ces bilans est de dresser un aperçu des flux de trésorerie de la société. Les bilans doivent être établis sur base d'une analyse des besoins financiers en tenant compte de l'activité envisagée et des particularités de l'entreprise. En cas d'apport en numéraire, le bilan d'ouverture ne sera souvent rien de plus qu'un compte bancaire et une énumération des biens apportés à l'actif et de la manière dont ces biens ont été financés au passif. En cas d'apport en nature, le bilan d'ouverture sera déterminé par le rapport du réviseur et l'état d'actifs et de passifs qui en résulte. Le CSA prévoit que les fondateurs peuvent utiliser une autre périodicité pour ces bilans que les 12 et 24 mois qui y sont inscrits, à condition que les délais se rapportent à une période d'au moins 2 ans après la constitution de la société. Le quatrième élément qui doit être repris au plan financier est un compte de résultats projeté après 12 et 24 mois. Le but est de réaliser une prévision des bénéfices et des pertes éventuelles de la société sur une période de 2 ans. Il faudra établir une estimation des revenus et des coûts attendus pour les 2 premières années de vie de la société. L'objectif est que le rendement des investissements soit à terme au moins suffisant pour couvrir les coûts. Dans l'hypothèse où les revenus sont supérieurs aux coûts, les ressources financières de la société seront suffisantes. Si ceci n'est pas le cas et que les comptes de résultats perçoivent des pertes, la société peut néanmoins être financée de manière adéquate si cela est compensé par notamment des apports initiaux suffisants. Les fondateurs peuvent ici aussi utiliser d'autres périodicités que les 12 et 24 mois inscrits au CSA, à condition que les délais se rapportent à une période d'au moins 2 ans de la Constitution.
Le cinquième élément qui doit être compris dans le plan financier est un budget des revenus et des dépenses projetés pour une période d'au moins 2 ans à compter de la constitution. Ceci est un pronostic ou une prévision du cash flow de la société. L'objectif est d'avoir un cash flow positif puisque à terme, les actionnaires et les investisseurs externes devront être remboursés en espèces sous la forme de dividendes ou d'intérêts. Donc, il ne suffit pas uniquement de couvrir les coûts. Le calcul du cash flow doit être basé sur différents éléments, dont notamment le flux de trésorerie, les prêts, les éventuelles subventions et les apports en nature. Un exemple, donc si les flux de trésorerie ne fournissent pas de liquidités suffisantes, des fonds propres ou des fonds de tiers supplémentaires seront nécessaires afin d'obtenir un cash flow positif. En ce qui concerne la question s'il faut favoriser les fonds propres ou les fonds de tiers, ceci doit être analysé au cas par cas et en fonction de l'activité de la société. Le sixième point que doit prévoir le plan financier est une description des hypothèses retenues lors de l'estimation du chiffre d'affaires et de la rentabilité escomptée. Alors, qu'est-ce que le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires est la somme des ventes des biens et des prestations de services à des tiers dans le cadre de l'activité normale de la société après déduction des remises sur le prix de vente admises sur le marché. Donc, c'est-à-dire tous les revenus provenant de l'activité envisagée. Ce chiffre d'affaires doit être estimé sur base d'une connaissance adéquate du marché, en tenant compte notamment de la localisation de la société, du nombre de concurrents, des prix du marché, etc. Outre le chiffre d'affaires, il convient également d'indiquer dans le plan financier les hypothèses retenues pour l'estimation de la rentabilité de la société. Qu'est-ce qu'est la rentabilité? La rentabilité est le ratio entre, d'une part, les bénéfices et d'autre part, les fonds propres et les dettes de la société. Selon que les bénéfices aient été réalisés avec des fonds propres ou des fonds empruntés, il sera plus facile pour la société d'effectuer des distributions aux actionnaires, respectivement aux créanciers. La rentabilité est le critère pour mesurer la longévité de la société. Plus la société est rentable, plus elle aura de facilité à rembourser ses créanciers et plus elle aura de facilité d'attirer des investisseurs. Et donc, in fine, d'avoir un financement suffisant et donc une plus grande longévité. Dans la pratique, on remonte. Dans la pratique, le calcul de rentabilité dans le plan financier sera précédé par une analyse des coûts fixes et variables dans laquelle on déduira une marge bénéficiaire nette. Plus cette marge bénéficiaire nette est élevée, comparée aux concurrents directs de la société, plus la rentabilité de la société sera élevée. Nous en venons maintenant au septième et dernier élément qui doit être, le cas échéant, repris dans le plan financier. C'est le nom de l'expert externe qui a participé à l'élaboration du plan financier. On pense ici à un expert comptable ou financier. Le recours à un expert externe n'est pas obligatoire, cependant, il est fortement recommandé puisqu'il apporte un contrôle supplémentaire du plan financier et donc plus de sécurité aux fondateurs et également plus de sécurité indirectement aux créanciers. S'il était fait appel donc à un expert comptable externe pour établir le plan financier, l'identité de cet expert externe doit être mentionnée dans le plan financier. Et il est également fortement recommandé que celui-ci signe le plan financier sur lequel il a marqué son accord afin d'éviter toute discussion et tout problème de preuve par après en cas de faillite. Par exemple, si les fondateurs font appel à un expert comptable externe pour la rédaction du plan financier et qu'ensuite ils ajustent sans que l'expert comptable soit consulté le plan financier et qu'ils établissent donc une deuxième version et que cette deuxième version est utilisée pour la constitution de la société. Si l'expert comptable n'a pas signé la première version ni la deuxième version, il y aura potentiellement un problème de preuve pour lui qu'il n'a pas donné son accord sur la deuxième version du plan financier puisque son nom y sera inscrit, mais il ne l'aura pas signé. Et donc, si, par exemple, l'expert comptable a signé la première version, mais pas la deuxième version, là, il aura plus de facilité à prouver qu'il a marqué son accord uniquement sur la première version du plan financier et non sur la deuxième version.
qui sera utilisé pour la constitution de la SRL. La responsabilité en cas d'insuffisance manifeste de capitaux propres de départ incombe uniquement au fondateur. La responsabilité de l'expert externe quant au plan financier est une responsabilité de droit commun et cette responsabilité contractuelle, c'est une responsabilité contractuelle vis-à-vis des fondateurs et c'est une responsabilité extra-contractuelle vis-à-vis des tiers sur base de l'article 1382 du Code civil. En cas de faillite en déant les 3 ans de la société et si le juge ira examiner le plan financier et la responsabilité de l'expert, il devra vérifier si l'expert s'est comporté comme un professionnel normalement prudent et prévoyant dans les mêmes circonstances. Nous en venons maintenant aux formalités et à la conservation du plan financier. Il n'y a pas de modèle ou de layout prédéfini pour le plan financier. Donc, en ce qui concerne la forme, les fondateurs ont une certaine, disons, marge d'appréciation. Cependant, pour autant qu'ils respectent les éléments de contenu qui sont prévus au CSA dont je viens de vous révéler l'existence. Donc, les fondateurs doivent soumettre ensuite le plan financier au notaire avant la constitution de la SRL. Ceci était également le cas sous l'ancien code des sociétés. Et le notaire conserve le plan financier. Le notaire ne doit pas contrôler le contenu du plan financier, il doit uniquement vérifier que le document a la forme d'un plan financier. Le plan financier ne doit pas être déposé au greffe et ne doit donc pas être publié. Il sera uniquement sorti en cas de problème, c'est-à-dire en cas de faillite en déant les 3 ans de la constitution de la société. Selon le CSA, les actionnaires, les administrateurs, les réviseurs n'ont pas de droit qui leur permet de prendre connaissance du plan financier. En effet, le plan financier regarde uniquement les fondateurs et a uniquement pour but de les protéger en cas d'une éventuelle responsabilité, en cas de faillite en déant les 3 ans de la constitution de la société. En cas de faillite, le curateur peut quant à lui demander une copie du plan financier au notaire et le plan financier servira de point de référence au juge afin de déterminer si la société a effectivement été constituée avec des capitaux propres de départ suffisants ou insuffisants. Le juge appréciera le caractère suffisant des capitaux propres de départ en examinant le plan financier afin de voir de quelle manière la société a été financée et pour en fait réaliser l'activité envisagée. Il convient de noter qu'une fois la phase de constitution terminée, donc c'est-à-dire après les 2 premières années de vie de la société, le plan financier perd de sa pertinence, puisque après les 2 premières années, la trésorerie de la société est garantie par les règles de distribution, et donc en particulier par le test d'actifs nets, le test de liquidité et les procédures de sonnette d'alarme, qui impliquent que la société doit désormais disposer à tout moment de liquidité suffisante afin de pouvoir payer ses dettes échues pendant une période d'au moins 12 mois. Nous en venons maintenant à la deuxième partie de la présentation où l'on va analyser un peu plus en détail le concept de capitaux propres de départ suffisants. Depuis l'entrée en vigueur du CSA et de la suppression du concept de capital et les concepts de capital suffisant et de capital minimum qui ont été abolis, puisqu'il était peu pertinent d'un point de vue économique, financier et comptable, le législateur a laissé place à ces concepts pour le concept de capitaux propres de départ suffisants. Ce concept n'est plus uniquement lié au régime de responsabilité des fondateurs, mais en vertu du CSA, celui-ci constitue également une obligation positive pour les fondateurs de la SRL. En effet, les fondateurs doivent veiller à ce que la SRL dispose, lors de sa constitution, de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l'activité projetée. La constitution du patrimoine lors de la constitution de la SRL est devenue plus flexible depuis l'entrée en vigueur du CSA, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, l'apport minimum de 18 550 € requis sous l'ancien code a été aboli. Deuxièmement, il est maintenant possible de prévoir dans l'acte constitutif que tous les apports ne doivent pas être entièrement libérés
au moment de la constitution. Une souscription intégrale et inconditionnelle des actions est suffisante. Troisièmement, il n'y a plus de restrictions quant à l'objet de l'apport. Comme je l'ai déjà expliqué, un apport peut être effectué en numéraire, en nature et maintenant aussi en industrie. Le CSA a supprimé les dispositions relatives au quasi-apport et en dernier lieu, en vertu du CSA, il est possible d'exempter un ou plusieurs actionnaires de la participation aux pertes de la société, à condition que, en premier lieu, tous les bénéfices ne reviennent pas à un seul actionnaire et que, deuxièmement, qu'aucun actionnaire ne soit exclu de toute participation aux bénéfices de la société. Vous aurez donc compris maintenant que la question cruciale que doivent se poser les fondateurs lors de la Constitution concerne le caractère suffisant du patrimoine de la société lors de la Constitution. En effet, sous l'ancien Code des sociétés, comme je l'ai déjà dit, on prévoyait un montant de 18 550 € qui devait être présent lors de la constitution de la société. Ceci a été aboli par le CSA. Le CSA prévoit maintenant que le patrimoine initial de la société doit être suffisant au regard de l'activité envisagée. Les fondateurs ont donc une certaine liberté de déterminer le montant nécessaire pour autant que celui-ci soit suffisant au regard de l'activité projetée. Les fondateurs, vous l'aurez compris, ont donc une certaine marge d'appréciation. L'activité envisagée n'est pas l'activité ou l'objet social, qui est décrit dans les statuts de la société. Souvent, ce qui est inscrit dans les statuts de la société est écrit de manière tellement large et peut être interprété de manière parfois différente. Donc, ce que le législateur a visé ici est plutôt l'activité réelle de la société, ce qui est une question de fait et qui devra donc être évaluée au cas par cas. Afin d'évaluer le caractère suffisant du patrimoine de la société, il faut, outre les apports des fondateurs, tenir compte des autres moyens de financement, tels que par exemple les prêts à court et long terme, les avances éventuelles des actionnaires à la société, les éventuels subsides, les éventuels crédits fournisseurs et les éventuelles garanties qui sont fournies. Toutefois, le but n'est pas que la société soit financée que par des fonds empruntés. Il doit y avoir toujours un bon ratio entre les fonds propres et les fonds de tiers, et donc il doit y avoir un certain équilibre entre les deux. Comme indiqué, il appartient aux fondateurs d'évaluer comment la société doit être financée afin que celle-ci ait un patrimoine de départ suffisant afin de réaliser l'activité envisagée. Et ceci, lorsque les fondateurs prévoient ceci, la norme générale de prudence doit ici servir comme fil conducteur. Nous arrivons maintenant à la troisième et dernière partie de cette présentation qui va traiter de la protection des créanciers et de la responsabilité des fondateurs. On pourrait croire à première vue qu'avec l'abolition du capital minimum de 18 550 €, la protection juridique des créanciers ait été réduite. Cependant, ce n'est pas le cas. Comme indiqué précédemment, le concept de capital et sa fonction de buffer pour les créanciers sont en réalité peu pertinents d'un point de vue économique et financier et comptable. Et lors de l'élaboration du CSA, le législateur était conscient du fait que le capital minimum n'apportait en réalité que peu de protection aux créanciers et a donc opté d'assurer la protection des créanciers lors de la constitution d'une SRL en instaurant une obligation générale de diligence pour les fondateurs lors de la constitution et une responsabilité spécifique des fondateurs en cas de capitaux propres de départ manifestement insuffisants. Commençons par analyser donc en premier lieu la responsabilité spécifique pour insuffisance manifeste de capitaux propres de départ. Comme vous pourrez le lire sur le slide, le CSA prévoit que les fondateurs d'une SRL sont solidairement responsables envers les intéressés des engagements de la société en cas de faillite prononcée dans les 3 ans de la constitution de l'acquisition de la personnalité juridique si les capitaux propres de départ étaient lors de la constitution manifestement insuffisants pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période d'au moins 2 ans. L'action en justice contre les fondateurs pour insuffisance manifeste de capitaux propres de départ n'est ouverte
qu'aux curateurs de la faillite en nom et pour compte de la masse de la faillite. Ce qui veut dire que les autres créanciers individuels ne pourront donc pas intenter cette action. Lorsque, en cas de faillite, le curateur souhaite intenter une action en justice contre les fondateurs pour une insuffisance manifeste des capitaux propres de départ, plusieurs conditions doivent être remplies. Donc, la première condition qui doit être remplie est que l'action doit être dirigée contre les fondateurs. En effet, ce sont uniquement les fondateurs qui peuvent écoper de cette responsabilité spécifique. Souvenez-vous, en début de présentation, je vous ai expliqué qu'il y avait une distinction à faire entre, d'une part, les fondateurs et d'autre part, les simples souscripteurs. Les simples souscripteurs n'ont, comme je vous l'ai dit, pas d'obligation quant à l'établissement d'un plan financier. Ils n'ont pas non plus d'obligation quant au rassemblement de capitaux propres de départ suffisants lors de la constitution de la société. Dès lors, ces simples souscripteurs ne peuvent être tenus responsables en cas d'insuffisance manifeste des capitaux propres de départ. Cette responsabilité spécifique n'incombe pas non plus aux actionnaires qui n'ont pas participé à la constitution de la SRL, mais qui ont par exemple acquis des actions de la société peu après sa constitution. Cette responsabilité n'incombe pas non plus à l'expert externe qui a participé à l'élaboration du plan financier. Comme je vous l'ai indiqué plus tôt dans la présentation, la responsabilité de l'expert externe est une responsabilité de droit commun sur base de l'article 1382 du Code civil et celui-ci ne peut donc pas être tenu responsable pour la responsabilité spécifique des fondateurs. Le deuxième élément qui doit être présent pour que le curateur puisse intenter son action en responsabilité spécifique contre les fondateurs est qu'il y a une faillite dans les 3 ans de l'acquisition de la personnalité juridique par la SRL. Pour le calcul de ce délai de 3 ans, il ne faut pas tenir compte de la date de l'acte de constitution, mais de la date de dépôt de l'extrait de l'acte de constitution auprès du greffe compétent. Vous aurez remarqué qu'il y a ici un décalage entre, d'une part, la projection sur les 2 ans à réaliser dans le plan financier et, d'autre part, la période de 3 ans pour la déclaration de faillite. La raison est que le législateur veut faire face à la situation où l'entreprise fait faillite immédiatement après la période de 2 ans pour laquelle une projection a été faite dans le plan financier. Les fondateurs sortiraient alors du champ d'application dès l'expiration de la période de 2 ans. Et pour éviter des abus, le législateur a estimé utile de prolonger la période de responsabilité de 1 an, de là donc la période de 3 ans pour la déclaration de faillite. Le troisième élément qui doit être présent pour que le curateur puisse intenter son action en justice contre les fondateurs sur base de la responsabilité spécifique est que les capitaux propres des départs soient manifestement insuffisants pour réaliser l'activité projetée. Il s'agit ici d'un contrôle marginal à effectuer par le juge quant aux capitaux propres de départ. Ceci signifie que les fondateurs ont une certaine marge d'appréciation quant à l'estimation des besoins de capitaux propres de départ. Le critère que doit utiliser le juge lors de son contrôle est celui d'un fondateur normal, prévoyant et consciencieux. Dans certains cas, la jurisprudence tient également compte des qualifications professionnelles des fondateurs. Ceci signifie concrètement que les juges seront plus stricts lors de leur contrôle lorsque les fondateurs ont par exemple plusieurs années d'expérience dans l'entrepreneuriat ou que ceux-ci ont un background financier. Le caractère insuffisant des capitaux propres de départ devrait être évalué au moment de la constitution. Le juge ne peut donc pas effectuer un contrôle a posteriori et il doit tenir uniquement compte des informations, des connaissances et des attentes raisonnables que les fondateurs avaient ou auraient dû avoir lors de la constitution de la SRL. Il convient de noter que les fondateurs n'ont pas d'obligation de résultat quant au respect du plan financier. Le fait de ne pas se tenir au plan financier n'apporte donc pas de facto et automatiquement la responsabilité des fondateurs. Les fondateurs sont uniquement responsables des ressources financières prévues dans le plan financier au moment de la constitution et dans les cas où le plan financier est manifestement irréaliste et irréalisable. Une fois la société constituée, il incombe à l'organe de gestion et donc aux administrateurs d'utiliser les ressources financières prévues dans le plan financier de manière prévue au profit de la société.
En d'autres termes, donc, si les administrateurs utilisent les ressources financières à des fins contraires au plan financier, les fondateurs ne seront pas, en leur capacité de fondateurs, tenus responsables. Toutefois, les administrateurs en question pourront être tenus responsables pour fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite. Venons-en maintenant aux conséquences de la responsabilité spécifique pour insuffisance manifeste de capitaux propres de départ. Les fondateurs auront une responsabilité solidaire vis-à-vis des personnes intéressées. Aucune faute ni de lien de causalité devra être démontrée. Ceci implique par exemple qu'un fondateur qui a accordé sa confiance lors de l'élaboration du plan financier à un cofondateur et qui n'a donc pas réellement vérifié le contenu de ce plan financier, eh bien, ce fondateur n'échappera pas à la responsabilité spécifique des fondateurs, puisqu'il s'agit ici d'une responsabilité solidaire de tous les fondateurs. Outre le régime de responsabilité spécifique, la responsabilité des fondateurs peut également être engagée sur base du régime de responsabilité de droit commun. En effet, le CSA prévoit une obligation de diligence pour les fondateurs lors de la constitution. Comme je vous l'ai indiqué tout au long de cette présentation, les fondateurs doivent s'assurer que la SRL dispose de capitaux propres de départ suffisants au moment de la constitution, compte tenu des autres sources de financement et de l'activité envisagée sur base de la norme générale de prudence. Si ceci n'est pas respecté par les fondateurs, ceux-ci peuvent être tenus responsables vis-à-vis des tiers si ces tiers arrivent à prouver qu'ils ont subi un dommage suite au non-respect des fondateurs de l'obligation de diligence lors de la constitution. Ici, vous aurez compris l'existence d'un lien de causalité entre la faute des fondateurs et le dommage subi par les tiers devra être démontré. Vous aurez donc également compris l'avantage ici du régime de responsabilité spécifique dont je vous ai parlé là tout à l'heure, puisque là, on ne devra pas, dans ce cas, démontrer de faute ni de lien de causalité. Cependant, le régime de responsabilité de droit commun n'est pas sans pertinence, puisque cela permet d'intenter une action en justice contre les fondateurs lorsque les conditions pour l'application de la responsabilité spécifique ne sont pas réunies. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas encore eu de faillite ou que celle-ci intervient dans un délai qui est plus long que le délai de 3 ans de l'obtention de la personnalité juridique par la SRL. Cela offre également la possibilité aux créanciers individuels d'intenter une action contre les fondateurs, là où l'action en justice pour la responsabilité spécifique des fondateurs revient uniquement au curateur de la faillite. Nous en venons maintenant à la conclusion de cette présentation. L'on peut conclure que l'obligation imposée par le CSA d'établir un plan financier adéquat et l'obligation de la société de disposer d'un patrimoine initial suffisant, ainsi que le régime de responsabilité y afférent, contribuent non seulement à une meilleure protection des créanciers, mais également à une meilleure protection des fondateurs. En effet, les fondateurs sont maintenant obligés de réfléchir lors de l'élaboration du plan financier et ils ont donc une obligation de réflexion avant de constituer la SRL. Cependant, en pratique, le plan financier n'est pas une garantie infaillible d'un patrimoine initial suffisant. En effet, il peut y avoir des circonstances imprévues, donc, comme par exemple la situation de Covid dans laquelle nous vivons actuellement, ou une augmentation soudaine des prix des matières premières. Il peut également y avoir une erreur raisonnable d'appréciation de la part des fondateurs. Donc, par exemple, les ventes qui étaient initialement prévues que celles-ci soient moins importantes que ce qui était le but au départ. Et il peut également y avoir des mauvaises projections qui sont faites par les fondateurs. Et comme je vous l'ai indiqué aussi, il peut y avoir des abus lors de l'évaluation de l'apport en industrie, etc. Donc, pour éviter autant que de possible des erreurs d'appréciation dans le plan financier, il est fortement conseillé de consulter un expert externe lors de l'élaboration de celui-ci, même si le législateur a considéré, par souci de flexibilité, que
l'appel à un expert externe est seulement facultatif. Nous considérons néanmoins qu'il est vraiment important de faire appel à cet expert externe puisque cela apporte une protection supplémentaire pour, d'une part, les fondateurs et d'autre part, les créanciers. Nous vous remercions et je vous remercie personnellement pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie Q&A de cette présentation ou bien vous pouvez les poser directement par mail. Et nous restons bien évidemment à votre disposition, même après cette présentation, pour toute question. Si vous avez besoin d'aide lors de la constitution d'une société, nous sommes également disponibles et nous vous aiderons volontiers. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention et j'espère vous revoir bientôt.